L'Organisation mondiale de la santé annonce la fin de l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola au Nigeria. Une excellente nouvelle pour les autorités nigérianes dont la promptitude de la réaction dès l'apparition du premier cas dans le pays aura porté ses fruits. 0 cas de maladie d'Ebola au Togo, mais la vigilance reste de mise. Le point sur le dispositif de prévention de l'épidémie dans notre pays dans ce journal. Enfin, les défis de la gestion de l'eau en Afrique, les équipes de pilotage des projets de la Banque africaine de développement soutenues par la Facilité africaine de l'eau sont à Lomé pour revoir les procédures d'exécution des 10 projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Miss Togo 2014 était ce matin dans les locaux de la primature. 2 mois après avoir vu la couronne de la plus belle fille du Togo, Mariama Tatiana Kamara est allée se faire connaître des chefs de gouvernement à qui elle a présenté son programme d'activité. À sa sortie d'audience, elle s'est brièvement confiée au micro de Carmen Madje à Kakpo. J'ai tenu à le remercier pour le soutien que le gouvernement apporte au comité national Miss Togo et j'ai eu à lui parler un peu de mon projet social qui est la lecture pour tous. Alors ce projet, je pense tout d'abord à instaurer des bibliothèques dans les régions économiques du Togo. Ensuite, dans les préfectures où il y a déjà des bibliothèques, je vais les réfectionner, les équiper et organiser des concours de lecture et de dictée dans des écoles. Les meilleurs seront sélectionnés et les concours seront dotés en fait de prix. Les meilleurs seront sélectionnés et pourront éventuellement voyager à l'étranger pour participer à d'autres concours. Les cadres du ministère de l'économie et des finances sont en formation sur le concept conduite du changement. C'est un programme destiné à accompagner le processus de modernisation et de réorganisation de ce département mis en œuvre avec l'appui de l'Union européenne. Le reportage co-siglé Christine Petitki à Loudé. Depuis presque un an, le ministère de l'économie et des finances s'est engagé dans un processus de restructuration en vue d'améliorer ses prestations. L'audit stratégique et organisationnel a abouti à un organigramme cible pour un changement positif. Les cadres du ministère vont durant cette formation sur la conduite du changement mieux connaître les tâches qui leur incombent. Le changement apporte une modification de conscience, des modifications de comportement, une prise de conscience. Et ce n'est pas toujours facile. On a l'habitude de rester avec ce qu'on connaît. Donc, il faut un travail méthodologique pour apporter un message de changement, pour préparer le terrain pour les éventuelles modifications administratives. La vision du ministère de l'économie à travers ces mutations est de faire de ce département un outil plus efficace, proactif dans le processus de développement. Désormais, nous allons mettre en place un organigramme au sein duquel les attributions seront définies, j'allais dire avec une précision chirurgicale. La démarche est soutenue par le département des finances publiques du Fonds monétaire international, conformément au projet de renforcement de la gestion des finances publiques financé par le 2e programme d'appui institutionnel de l'Union européenne. Les pays francophones d'Afrique, bénéficiaires de projets soutenus par la Facilité africaine de l'eau, sont en réunion à Lomé. Les ONG et agences de pilotage de ce programme de la Banque africaine de développement éprouvent dans son exécution quelques difficultés liées notamment au respect des procédures, d'où la nécessité de se retrouver pour procéder à son recadrage. Précision, Adolphe Paca. La gestion de l'eau en Afrique demeure une problématique dont la résolution incombe aussi bien aux États qu'aux organisations non gouvernementales. La plupart des projets est financé par la Banque africaine de développement à travers la Facilité africaine de l'eau. Mais très souvent, ces projets n'ont pas réussi ou sont simplement annulés faute de méconnaissance des règles de procédure. Si ces projets ne sont pas mis en œuvre dans les temps, ils risquent d'être annulés. Et donc ça va avoir un impact négatif à la fois sur le projet, sur le pays, aussi sur notre portefeuille. La réponse est fondamentale et appelle à une réponse efficace à même d'aider les pays bénéficiaires des 10 projets
à relever les défis qui s'imposent. Cette rencontre de Lomé va permettre aux différents experts des pays africains francophones de passer en revue les difficultés afin de s'imprégner des principes et rigueurs de la BAD à respecter dans la conduite des projets. Les gouvernements bénéficiaires des dons de la facilité que je représente ici sont conscients du fait que les projets doivent être performants car ils sont réalisés dans un contexte de réaffectation des ressources financières. Ce rendez-vous de Lomé semble alors capital et tous les pays bénéficiaires sont engagés dans la réussite des objectifs à atteindre. Depuis 50 ans, la BAD a toujours œuvré dans les projets de développement pour l'épanouissement des populations sur le continent et la maîtrise de l'eau en est une priorité pour cette institution. Depuis sa création en 1964, la Banque africaine de développement est demeurée aux côtés des pays africains dans leurs différents projets de développement. Son partenariat avec le Togo, lui, remonte aux années 70. En 1972, plus précisément, et il s'illustre par des appuis dans des domaines divers. Medina Bacha Salami nous en fait le point. En 42 ans de partenariat, les investissements de la Banque africaine de développement BAD au Togo se sont élevés à 285 milliards de francs CFA. Vu les défis au niveau des grands travaux à réaliser, le domaine des infrastructures a occupé une part importante des 48% de cet investissement et la gouvernance économique et financière 32%. Le développement du pays passe d'abord par l'épanouissement de la population. Ainsi, 14% des investissements ont été accordés au secteur social. Les mines et industries, un secteur émergent au Togo, a bénéficié de 3%. 1% de cet investissement est allé à l'agriculture, à l'eau et à l'assainissement. La BAD au Togo a eu à financer pas mal de projets. Je voudrais citer d'abord le projet CEO qui permet au Togo de maîtriser l'information sur l'ensemble de nos ressources en eau et de mieux la gérer. Et le projet de Socodé, qui est un projet où nous allons réaliser environ 920 latrines familiales, construire une station de traitement avec une récupération des bouts de vidange qui permettront de faire du compostage et de l'agriculture. Au total, 37 opérations avec un taux de décaissement du portefeuille de 69%. À ce jour, 17 projets sont en cours de réalisation, entre autres l'aide d'urgence et le projet d'appui à la reconstruction des marchés de Kara et de Lomé. Nos secteurs vraiment prioritaires à la demande des autorités togolaises, c'est les infrastructures économiques, et la gouvernance. C'est vrai qu'il faut qu'on fasse plus. Il faut qu'on fasse plus, surtout les aspects liés au développement social. Nous accompagnons le ministère du développement à la base, de l'emploi des jeunes et de l'artisanat sur ces aspects-là. Mais il faut qu'on fasse beaucoup. Il faut qu'on fasse plus et j'espère que dans les années à venir, à la demande encore une fois de l'État, nous allons renforcer notre assistance. En 2006, la BAD a triplé son portefeuille pour le Togo. Cette coopération s'est intensifiée depuis 2012 avec l'ouverture de son bureau national logé au 6e étage de la BOAD. Comment intégrer les objectifs du développement durable à l'agenda post-2015? La question se pose pour tous les pays concernés. Au Togo, elle a été inscrite au centre d'une formation axée sur ce que l'on appelle la grille d'analyse du développement durable. Participent à cette session des agents des différents départements ministériels, des institutions de la République et de la société civile. Ketnouboupo. Les recommandations du sommet Rio+20 indiquent que les politiques mises en œuvre dans la plupart des pays, et surtout ceux industrialisés, ne prennent pas en compte le développement durable. À cette formation de Lomé, les différents ministères, les institutions de la République, le secteur privé et la société civile sont invités à s'approprier la grille d'analyse du développement durable. L'efficacité économique, la protection de l'environnement, la protection sociale, c'est les trois dimensions fondamentales du développement durable.
Un sujet que nous allons rattraper certainement avant la fin de ce journal. Autre question dans ce journal, comment aménager nos constructions afin de rendre nos villes plus vivables tout en minimisant la consommation de l'énergie électrique? Une question adressée aux Africains et à laquelle des architectes urbanistes du continent tentent de trouver une réponse appropriée. Ceux-ci tiennent d'ailleurs des travaux sur le sujet dans les locaux de Léamont. Alors, le reportage commun peut aider. Quelle stratégie pour minimiser la consommation d'énergie électrique en Afrique, notamment dans les milieux urbains qui connaissent une croissance démographique très galopante? Le problème d'énergie électrique face au développement des villes est une réalité incontournable. La situation, selon les spécialistes, serait plus pénible d'ici à 2050 ou à 2060 si rien n'est fait. Selon eux, il faut en finir avec les anciennes manières de construire les bâtiments, c'est-à-dire construire autrement pour utiliser moins d'énergie. Si aujourd'hui on se trompe quand on fait un aménagement urbain, on va bloquer des fois jusqu'à 30-40 ans. Il faut qu'on ait des bâtiments d'une manière générale qui soient sobres en ressources et en énergie. Alors là, ça veut dire quoi? Pour faire un mot simple, ça veut dire qu'ils utilisent de manière optimale les apports que vous pouvez avoir dans vos régions en termes de confort bioclimatique. Les apports de la lumière naturelle, du solaire, ne pas construire des bâtiments qui vont demander des apports en froid, par exemple, ou des apports qui vont aussi, après, pourquoi pas dans certaines régions, demander aussi des besoins en chaud. Pourquoi pas aussi des apports qui puissent utiliser les énergies renouvelables pour, par exemple, faire de la production d'eau chaude sanitaire. Face à ce problème d'énergie électrique, l'énergie renouvelable apparaît comme l'ultime solution. Pendant 4 jours, ces architectes et urbanistes, à cette 3e session de formation, vont s'approprier des outils nécessaires pour un avenir énergétique plus favorable pour l'Afrique. Nous parlions tout à l'heure de développement humain durable et bien le sujet figure également en toile de fond de la 16e journée scientifique internationale de Lomé qui s'est ouverte ce lundi dans notre capitale. Un rendez-vous des chercheurs des universités africaines destiné à permettre à ceux-ci d'échanger sur les stratégies à adopter en vue de répondre efficacement aux défis du développement. Pendant 5 jours, les participants vont penser et construire le développement à partir des expériences des uns et des autres. Reportage Augustin Kossi, Clarisse Atikle. Les écoles et instituts de recherche de l'Université de Lomé échangent leurs expériences avec les universités d'autres horizons. C'est la 16e édition des Journées scientifiques internationales de Lomé qui va pendant 5 jours enregistrer 932 communications, toutes orientées vers la contribution de la recherche scientifique et technologique à la réalisation des objectifs du développement humain durable en Afrique. Un forum comme celui d'aujourd'hui offre l'occasion aux chercheurs d'échanger leurs expériences, d'échanger leur compréhension des choses et de partager en même temps, de mettre en commun non seulement leur savoir, mais également les ressources matérielles dont ils disposent. L'Afrique reste confrontée à de nombreux défis de développement, notamment la pauvreté, l'équité sociale et la préservation de l'environnement. Ici, les universités d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique se sont accordées à booster les recherches afin de trouver des solutions techniques et durables. Pour toute l'humanité, il y a des problèmes qui sont planétaires. Il y a des problèmes qui sont plus spécifiques au continent africain. Tout ce qui entre dans le cadre de la recherche permet justement de rechercher les solutions et d'apporter donc une contribution à la résolution des problèmes qui se posent. L'opportunité sera donnée aux enseignants-chercheurs venus de divers pays de présenter les résultats de leurs travaux de recherche, une sorte de vulgarisation des innovations et inventions technologiques pour le renforcement de la coopération interuniversitaire. La question du développement humain durable est inscrite dans l'agenda post-2015 qui s'est posé aujourd'hui à Lomé dans le cadre d'une formation axée sur ce que l'on appelle la grille d'analyse du développement humain durable. Participent donc à cette session des agents des différents départements ministériels, des institutions de la République et de la société civile que nous retrouvons. Les recommandations du sommet Rio+20 indiquent que les politiques mises en œuvre dans la plupart des pays, et surtout ceux industrialisés, ne prennent pas en compte le développement durable.
À cette formation de Lomé, les différents ministères, les institutions de la République, le secteur privé et la société civile sont invités à s'approprier la grille d'analyse du développement durable. L'efficacité économique, la protection de l'environnement, la protection sociale, c'est les trois dimensions fondamentales du développement durable. Et donc cette grille permet, à partir des notations des programmes que nous allons étudier, voir si ces dimensions ont été suffisamment prises en compte dans ces programmes-là. Au-delà du rôle à jouer par la société civile et les partenaires, la réussite du processus dépendra de la volonté politique dans chaque pays. Les efforts déployés par notre pays ont permis de placer l'économie sur un sentier de croissance qui a affiché une hausse régulière au cours de ces 3 dernières années, en bénéficiant notamment des faveurs du climat et des effets des politiques contracycliques mises en œuvre par le gouvernement. L'intégration de nouvelles thématiques, à l'instar du développement durable, dans les politiques de développement reste un défi pour chaque État. L'enjeu étant de parvenir à atteindre une croissance économique concurrentielle, tout en respectant l'environnement. L'Union économique et monétaire ouest-africaine célèbre ses 20 ans durant lesquels l'institution sous-régionale a tenté de relever divers défis, dont celui lié à l'intégration. Plusieurs chefs d'État se sont rendus à Ouagadougou, Burkina Faso, ce lundi pour célébrer cet anniversaire. Parmi eux, le président de la République, Faure Gnassingbé. Nous reviendrons sur ce sujet dès le retour de notre équipe de reportage qui a fait le déplacement avec le président de la République dans le but de contribuer à la recherche de solutions aux problèmes d'insertion des jeunes sur le marché de l'emploi. L'Organisation internationale de la francophonie et ses partenaires, la Conféges, le Centre de techniques agricoles et l'Organisation internationale du travail ont procédé ce lundi au lancement d'un programme dit de subvention et de mentorat, coaching en anglais, appelé Jeunesse et Emploi Vert. Il s'agit de doter les bénéficiaires des compétences nécessaires pour finaliser leur plan d'affaires et déclencher le processus de démarrage de leur entreprise. Précision de Douare Apollinaire Kadanga. Venus des 4 coins de l'Afrique francophone, ces jeunes entrepreneurs sont retenus dans le cadre du concours d'idées de projets d'entreprise initié par l'Organisation internationale de la francophonie. Sélectionnés lors du forum sur la jeunesse et l'emploi vert, tenu à Niamey au Niger pour la qualité de leurs idées d'entreprise créatrices d'emplois verts, il est aujourd'hui question de les doter des compétences nécessaires pour finaliser leur plan d'affaires afin de mettre en œuvre le processus de démarrage de leur entreprise. l'IF et ses partenaires, dont la Conféges, ont estimé qu'il faut regrouper les jeunes, les 15 jeunes qui avaient été retenus, de leur dispenser une formation en renforcement de compétences et de technicité, en matière d'abord d'analyse de projet, en matière de gestion de projet, en matière de conduite de l'entreprise. À donner l'occasion à des jeunes de montrer que l'économie verte, les emplois verts sont une réalité et que ça peut se faire et que c'est surtout vers là qu'il faut aller pour l'avenir. Ils sont au nombre de 15 lauréats sur 1200 candidatures à combler les attentes de l'EIF et de ses partenaires de par la pertinence de leur projet, ce qui leur donne droit à une subvention qui va jusqu'à 6 000 € pour l'exécution de leurs projets respectifs. Les inspecteurs de l'éducation nationale du Togo sont en conclave. Ils tiennent leur traditionnelle conférence annuelle qui leur donne l'occasion de mener des réflexions sur leur métier. Les assises de cette année portent sur l'évaluation des enseignants et la politique des redoublements au primaire. Les conseillers pédagogiques et les formateurs des aînés du pays sont associés pour la circonstance. Marcel Toyi. La réduction des taux de redoublement dans l'enseignement primaire a été décidée par le ministère des enseignements primaires et secondaires en 2012 par un circulaire et un arrêté. Depuis lors, inspecteurs de l'éducation nationale, conseillers pédagogiques et enseignants se sont mis à l'œuvre. Cette conférence annuelle d'une durée de 6 jours a pour objectif de présenter le bilan de mise en œuvre de cette politique de sous-cycle selon les secteurs pédagogiques et d'apprendre de nouvelles stratégies. Nous avons élaboré 5 modules de formation. Le premier qui parle d'abord de la problématique du redoublement. Le deuxième qui parle de la gestion des sous-cycles.
Le troisième parle de la gestion des classes à effectifs pléthoriques. Le quatrième aborde l'analyse et l'exploitation des résultats et des évaluations. Et le cinquième module aborde l'accompagnement des élèves en difficulté. Ce sont ces 5 modules qui vont faire l'objet de formation. Pour faire échec à l'échec scolaire au primaire, il faut donc disposer d'arguments pouvant susciter l'adhésion des enseignants, des parents et des élèves à la politique de réduction des redoublements. On espère que durant ces 6 jours, ces spécialistes de l'éducation vont relever le défi à travers les communications et la mutualisation des connaissances. Et puisque nous parlons éducation, signalons dans la foulée que l'école primaire publique d'Agou sera Amitié Chine Togo. L'école primaire publique Amitié Chine Togo d'Agou va être dotée d'un jardin d'enfants. La première pierre des locaux a été posée en fin de semaine dernière en présence de l'ambassadeur de Chine au Togo. 25 millions de francs CFA vont être mobilisés pour ce projet. Pierre Soussoupo. Ici posée la première pierre du jardin d'enfants de l'école primaire publique Amitié Chine Togo. 25 millions de francs CFA vont être nécessaires à la mise en œuvre de ce futur joyau, fruit de la coopération chino-togolaise. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans la joie. Nous bénissons Dieu. Et parce que aujourd'hui vient d'être posée la pierre de la construction d'un jardin d'enfants public pour l'école Amitié Chine Togo. Vraiment, c'est le fruit de la coopération entre nos deux pays, entre nos deux chefs d'État, et nous en profitons. Les enfants, c'est l'avenir du pays, c'est l'avenir d'une nation. Nous voulons, à travers ce geste, renforcer la coopération amicale entre nos deux pays et d'encourager les enfants du Togo à mieux faire leur travail, leurs études. L'ouvrage est cofinancé par l'État chinois et l'entreprise chinoise de construction des routes. Le représentant du pouvoir central a saisi l'opportunité pour d'abord exprimer la reconnaissance du gouvernement aux bienfaiteurs avant de saluer l'excellence des relations de coopération et de partenariat fructueux entre le Togo et la Chine. Il a invité les parents à inscrire leurs enfants au jardin d'enfants, cadre où ils pourront développer la réflexion, l'habileté et l'intelligence pour leur propre épanouissement. Santé avec des nouvelles du front anti-Ebola et cette embellie au sein de la tempête meurtrière. Le Nigeria est venu à bout de l'épidémie. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui l'a annoncé elle-même ce lundi. La prompte réaction des autorités sanitaires nigériennes dès l'apparition du premier cas sur le territoire et les mesures énergiques mises en œuvre pour prévenir toute propagation du virus ont donc porté leurs fruits dans le pays. On s'en félicite. Le front d'Ebola, enfin une bonne nouvelle, et elle fait la fierté du Nigeria. Ce lundi, le pays a été déclaré Ebola-free. En clair, le voilà officiellement débarrassé de la fièvre hémorragique. 42 jours que plus aucun cas n'y a été détecté. 42 jours, cela signifie 2 fois la période d'incubation après que le dernier cas confirmé d'Ebola est sorti des salles d'isolement en ayant été testé négatif. Il s'agit d'une réussite spectaculaire qui montre au monde entier que Ebola peut être stoppé. Il y a 3 mois, un fonctionnaire libérien, malade, débarque à Lagos. Il meurt dans une clinique privée où il contamine plusieurs personnes. On craint alors le pire dans ce pays aux 170 millions d'habitants. Mais les autorités réagissent très rapidement. Des équipes sont chargées de surveiller toutes les personnes entrées en contact avec des malades. Un travail qui porte ses fruits. Le Nigeria n'enregistre que 20 cas dont 8 décès. Aujourd'hui, il fait figure d'exemple. Nous ne pouvons pas nous permettre de baisser la garde. Les risques pour nous et les risques pour les autres pays ne peuvent être éliminés que grâce à la mise en place d'un système similaire à celui du Nigeria sous la direction des Nations Unies. Une réussite spectaculaire et une lueur d'espoir pour les pays voisins, et ce, alors que le cap des 4500 morts vient d'être franchi. Au Togo, bien qu'aucun cas n'ait été signalé, les autorités sanitaires restent sur leur garde. Tous les dispositifs de prévention mis en place demeurent très actifs. Constat dans ce reportage réalisé par Florence Kopassé et Élisée Kodo. On a placé des dispositifs
pour pouvoir repousser loin la maladie Ebola. Ça, c'est très bon. On nous a dit de ne pas consommer les viandes sauvages et les revendeuses de ces viandes ne se promènent plus comme avant. Donc nous ne voulons pas être atteints de cette maladie. Et la manière dont les sensibilisations se poursuivent, je ne crois pas qu'on aura Ebola chez nous au Togo. Telles sont les quelques mesures prises par les citoyens pour la prévention de la maladie à virus Ebola. Pour éviter toute introduction de ce virus dans le pays, le gouvernement togolais s'est impliqué dans cette lutte à travers la mise en œuvre de toute série de mesures préventives. La mesure principale est une mesure d'hygiène de base, lavage des mains à l'eau et au savon. Et quand on peut faire mieux, surtout dans les grandes communautés, on peut également utiliser les solutions hydroalcooliques qui sont également des solutions antiseptiques qui permettent d'éliminer le virus. Mesure principale, le lavage des mains à l'eau et au savon. Et nous disons même, à défaut d'avoir du savon, lavage des mains à l'eau et à la cendre, cela a la même efficacité. L'épidémie peut être contenue si on intensifiait les mesures de prévention. Et c'est un défi à relever pour le Togo. La lutte contre la maladie à virus Ebola n'est pas le fait du gouvernement seul, n'est pas le fait du ministère de la Santé seul, n'est pas le fait du Comité national de lutte contre la maladie seul. C'est l'affaire de tous. Et nous devions tous nous concerner, nous sentir concernés et faire en sorte que chacun à son niveau, individuellement ou collectivement, puisse relayer la sensibilisation, puisse mettre en pratique les mesures de protection qui ont été données à la population pour éviter aussi bien la transmission de l'animal à l'homme, mais aussi la transmission de l'homme à l'homme. La dynamique de sensibilisation sur la maladie se poursuit. Notons que le virus Ebola, qui sévit actuellement dans plusieurs pays de la sous-région ouest africaine, est une maladie virale très contagieuse et mortelle, allant de 50 à 90%. Si vous suivez le magazine Métiers du Monde qui sera diffusé demain mardi sur nos antennes, vous y découvrirez des techniques de reproduction de photos céramiques. Pali Komla, le réalisateur du magazine, est allé à la rencontre d'une jeune artiste céramiste qui imprime les photos de défunts sur du carreau. Voici un avant-goût de ce document dont la diffusion est prévue à 19h sur la TVT. Engagé depuis plus de 15 ans dans la reproduction des photos céramiques, Essi Amega reste toujours avec les carreaux en céramique pour la reproduction des plaques funéraires, une technique qui la rassure. Quand tu observes la photo et vous pensez normalement cette photo, si on fait ça en bus ou en carré ou à losange, ou si vous mettez une fleur à côté, ou c'est une photo, vous observez bien, mais dire cette photo n'a pas besoin de fleurs. Moyen d'expression artistique, la reproduction des photos céramiques s'effectue sous l'effet d'une forte chaleur, variant entre 100 à 1000 degrés Celsius. Un métier qui regorge des spécificités. Ce n'est pas un travail facile. Vous pouvez travailler 2 heures, 3 heures et dans les derniers moments, vous perdez le travail parce que vous avez le pinceau qui a pu blesser le visage ou endommager l'écriture et c'est fini. Tout est à refaire. Et quand ça se termine, mais vous êtes heureux, content. Je sais que le céramique, c'est du durable. J'aime pas beaucoup, bien que je ne sois pas habité par le désir d'éternité, j'aime pas beaucoup l'éphémère. Et puis les mots pour moi, c'est sacré. Obtenu par une technique qui consiste à transférer les photos sur céramique par procédé de sublimation thermique, les photos céramiques demeurent les plaques funéraires qui résistent aux intempéries une fois placées sur les tombes. Il revient à encourager les jeunes dans l'apprentissage de ce métier pour la sauvegarde des dernières demeures de nos illustres disparus. Métiers du Monde sur nos antennes demain à 19h. Pour finir, retenez cette information. Les dirigeants des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA sont allés souffler les 20 bougies de l'organisation sous-régionale ce lundi à Ouagadougou, Burkina Faso. Le président de la République, Faure Gnassingbé, y était. Un événement dont nous reparlerons dans nos éditions de demain. Merci de nous avoir suivis. Isdok Batim à 22h30 pour notre édition de nuit. Excellente soirée à tous.